Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer, de vous parler du réseau électrique, le fonctionnement du réseau électrique, en France notamment, et en quoi c'est un enjeu, central en fait pour, notre société. Donc ça me paraît important de prendre un petit peu de temps sur ce sujet-là. Alors pourquoi cette présentation? Déjà ce que je constate, c'est que, le grand public, à mon sens, est assez peu informé sur ce sujet, surtout assez mal informé. Il y a beaucoup de désinformation ou des débats un peu, réducteurs et stériles. Et c'est un sujet qui nous concerne tous, ça nous concerne des grands acteurs, économiques, jusqu'au niveau individuel, puisqu'on a tous un choix, un rôle à jouer, aussi bien dans les orientations politiques, qu'on doit prendre pour définir quelles vont être, nos sources d'énergie, comment est-ce qu'on va utiliser le réseau électrique, pour quels usages, gérer également le fonctionnement au niveau européen, par exemple. Donc tout ça, c'est des sujets, d'orientation, de notre société. Et à échelle individuelle, ça permet aussi de mieux comprendre comment est-ce qu'on peut, par exemple, réduire tout simplement notre facture d'électricité ou optimiser notre bilan carbone simplement avec quelques gestes simples au quotidien. Et donc c'est un sujet qui me semble intéressant, à creuser et qui est malheureusement, comme je le disais, assez mal, expliqué, je pense, par les médias, sans doute parce que les médias eux-mêmes ne connaissent pas très bien le sujet et on a parfois malheureusement des débats, assez stériles et réducteurs sur, est-ce qu'on doit mettre du nucléaire ou plutôt des énergies renouvelables? Alors que, le sujet est à mon sens beaucoup plus large que cela. Donc dans cette vidéo, on va parler de notions, telles que l'équilibrage du réseau qui est absolument essentiel, la complémentarité, des énergies puisqu'on va voir que, finalement en fait le nucléaire, les renouvelables, elles sont largement complémentaires et elles sont toutes nécessaires. Donc on va voir pourquoi. On va parler également de notions de stockage, d'effacement qui sont absolument essentielles et qu'on n'entend pas du tout dans les débats, du grand public. Et puis comment est-ce qu'on intègre tout ça du coup avec la nouvelle économie, les véhicules électriques, la nécessité de décarboner notre économie et de l'électrifier en grande partie. Donc tout ça, c'est des sujets qui sont liés à la problématique du, réseau électrique. Voilà et l'idée, c'est aussi du coup de mettre, un peu de vérité, de clarté dans les sujets, parfois stéréotypés qu'on entend, dans la société. Par exemple, est-ce que les voitures électriques polluent plus que les voitures thermiques? Ce qui est évidemment, complètement faux. Est-ce qu'il faut fermer, les frontières, de notre réseau électrique au niveau européen? Ce qui est suggéré par certains partis, mais on va voir que c'est un non-sens complet et ce serait, un gros gâchis. Voilà, donc l'idée, c'est un peu de remettre un peu, les choses à leur place, et que les gens puissent, voilà, se faire un avis, un peu en connaissance de cause. Sachant qu'on a quand même une opportunité unique en France, c'est qu'on a un réseau électrique qui est, parmi les plus décarbonés d'Europe. Hein, vous voyez ici à droite la carte, de la teneur, moyenne en CO2 par kilowattheure, produit. Donc on est, vous voyez 10 fois plus de 10 fois inférieur par exemple, à la Pologne. Donc c'est vraiment une opportunité. En plus, on a une surabondance, d'énergie, enfin d'électricité pardon, puisqu'il faut rappeler que l'électricité n'est qu'une partie de l'énergie, produite et consommée en France et en Europe. Et malgré cela, malheureusement, on est vraiment à la traîne sur l'électrification et donc la décarbonation pardon, de l'économie française, notamment au niveau des transports, hein. On voit ici que les transports sont responsables, de 29 des émissions de CO2 en France. C'est essentiellement les véhicules, particuliers, mais aussi les poids lourds et les utilitaires qui sont encore, assez peu convertis à l'électricité, alors qu'encore une fois, on a une surabondance d'électricité bas carbone. Donc on va voir, dans cette présentation comment est-ce qu'on peut optimiser tout ça et utiliser au mieux justement cette énergie bas carbone, à la fois pour, réduire, nos coûts énergétiques. Il s'agit aussi bien sûr de réduire notre dépendance énergétique, par rapport aux importations et puis, réduire évidemment nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, qui je suis? Pour parler de tout ça, pour être tout à fait transparent, je ne suis pas, voilà, un expert officiel de la question. Je suis en fait, consultant en informatique. J'ai quand même un master en sciences de l'environnement à la base, mais voilà, je suis surtout un passionné en fait du sujet, puisque je m'intéresse de façon plus générale, à la façon dont on peut utiliser les nouvelles technologies au service du développement durable et le réseau électrique est sans doute le sujet, le cas le plus intéressant, et celui avec lequel il y a le plus de choses à faire sur la question. Donc tout ce que je vais vous dire, c'est lié, à mes connaissances, que je collecte au quotidien, à ma passion du sujet. J'utilise aussi beaucoup une application, très intéressante, c'est une sorte de météo du réseau électrique. Ça s'appelle Eco2Mix. C'est une application qui est mise à disposition par,
par Enedis, hein, donc le gestionnaire du réseau, et qui vous permet de voir en temps réel la production, la consommation d'énergie, d'électricité, les échanges sur le marché, les prix en direct sur le marché de l'électricité, les émissions carbone en temps réel. Donc tout ça, ça m'a permis en fait, à force de la consulter quasiment tous les jours, de constater simplement des réalités au quotidien, voilà, sur les énergies renouvelables, sur, le nucléaire et cetera. Et donc je vais vous partager un peu tous les enseignements que j'ai collectés, au fil des années sur ce sujet. Alors, on démarre maintenant concrètement sur du coup, comment fonctionne le réseau électrique. Alors, il y a un principe absolument essentiel quand il s'agit du réseau électrique, c'est que la production d'électricité doit être strictement la même que, la consommation d'électricité. Si vous avez trop d'électricité sur le réseau, eh ben, ça fait sauter, les transformateurs, les équipements et cetera, donc ce n'est évidemment pas souhaitable. Et si vous n'avez pas assez d'électricité sur le réseau, par rapport, à la demande à l'instant T, eh bien vous risquez un blackout, ou des déconnexions forcées, de différentes zones, différents équipements. Donc ça, c'est la règle de base, il faut à chaque moment, à chaque instant, qu'il y ait autant d'offres que de demandes. On va voir que c'est pas forcément quelque chose de très simple. Voici un peu à quoi ressemble au quotidien la production et donc la consommation d'électricité en France. Donc typiquement, on a un creux, dans la nuit, hein, en gros de minuit jusqu'à à peu près, 6:00 du matin, quand les gens dorment évidemment, qu'il y a pas, trop d'usines qui tournent et cetera. On a moins de consommation, c'est logique. Et puis les gens se réveillent, on a un pic, en général en début de matinée qui fait un peu un plateau jusqu'à la mi-journée. Et puis en général, en milieu d'après-midi, on a un petit creux, donc entre, on va dire, 13:00 et 17:00. Et enfin, on a généralement un pic, en général, c'est le pic le plus élevé dans la soirée, donc quand les gens rentrent chez eux, qu'ils allument, le réchaud pour faire la cuisine, le chauffage et cetera. Et donc c'est généralement un pic qui est un petit peu difficile à gérer, quand, notamment, il y a des grandes vagues de froid au cœur de l'hiver, qu'il n'y a pas trop de soleil qui brille et cetera. On va justement détailler tout ça. C'est un enjeu assez important du réseau électrique. Et puis, la consommation baisse ensuite, hein, à partir de 21:00-22:00 pour, atteindre le creux de la nuit qu'on a vu en début de journée. Et donc c'est pour ça, hein, que vous avez, notamment, les heures pleines, les heures creuses. On va en discuter tout à l'heure pour essayer un peu d'équilibrer tout ça. Alors si on va un peu plus dans le détail, donc c'est là que vous allez commencer à voir les captures d'écran de cette application, Ecodomix. Voici, la capture, d'une journée type, en hiver. Donc forcément en hiver, on consomme plus d'électricité qu'en été, hein, parce qu'il faut chauffer, les ménages, les entreprises et cetera. Vous voyez qu'on a bien du coup un pic qui est ici de à peu près 70 gigawatts. Donc gigawatts, c'est la puissance instantanée, sur le réseau, hein, je le rappelle. Donc là, autour de 19:00-19:15, on a un pic de consommation. Alors on a plusieurs lignes parce qu'en fait l'application va montrer à la fois la consommation réelle qu'on a eu ce jour-là et puis les prévisions qu'on avait eues, un peu plus tôt, dans la journée et la veille. Donc c'est vraiment comme une application météo, hein. C'est un peu comme ce que je vous disais. On a le gestionnaire du réseau qui fait des prévisions du jour le jour même et la veille pour le lendemain, pour justement anticiper le besoin et s'assurer, qu'il y aura bien les bonnes productions, mises en place pour répondre à la demande prévue pour le jour J. Voici maintenant, donc à quoi ressemble une journée donc le dimanche, puisque typiquement le dimanche, on a une consommation plus faible. Vous voyez que là, par exemple, à quelques jours près, hein, donc là, c'était le 15 février, avant on était le 16 février, donc à 2 jours d'écart, on a à peu près 4 gigawatts de différence consommation. Donc le dimanche, c'est typiquement un jour, de la semaine où, il y a une consommation, moindre. On va voir que ça a son importance pour la suite. Les jours de grand froid, ça va être l'inverse, on va voir une surconsommation. D'ailleurs, on voit ici que, la consommation réelle, donc c'était le 5 janvier 2026, a été sensiblement supérieure à ce qui avait été anticipé par, le réseau. Et donc là, typiquement, on a atteint, plus de, 90 gigawatts, d'ailleurs c'est pas gigawattheure, hein, j'ai fait une erreur, il s'agit de gigawatts. Donc on était en journée, rouge, c'est-à-dire une forte tension sur le réseau et une difficulté à faire face à la demande. Bien sûr, ça a été possible, hein, mais on va voir que ça a un certain coût de faire face à des grosses, demandes de consommation, dans ces périodes-là. Alors, maintenant qu'on a vu, la demande d'électricité, on va justement s'intéresser à, la production d'électricité pour faire face à la demande. Donc dans l'application, dont je vous ai parlé, on voit en temps réel, eh bien, l'empilement des différentes sources, d'énergie qui permettent de produire l'électricité. Alors si on reprend les couleurs, donc on va partir du bas, aller vers le haut. En bas, on a du gris, il s'agit des exportations, j'en parlerai plus tard. Le bleu marine également, c'est le pompage hydraulique, j'en parlerai plus tard. Donc on va démarrer sur, l'éolien
donc ce qui est en bleu clair, hein, on voit qu'on a un peu de production d'éoliennes. On a également un petit peu de production solaire, donc là on était au cœur de l'hiver, hein, c'était le 13 février, donc on voit que évidemment il n'y a pas beaucoup de soleil, c'est assez logique. Le gros du gâteau, eh bien, c'est le jaune, c'est le nucléaire, c'est ce qui assure le socle de la production d'électricité en France en tout cas. Et puis tout ça est complété par donc de l'hydraulique, donc tout ce qui est barrage d'eau, dans les montagnes, donc ce qui est en bleu, des centrales au gaz en rouge et puis un petit peu de centrales au fioul, donc pétrole, en violet. Alors, ces différentes répartitions, elles ont leur importance puisque on est parti en fait d'en bas dans le graphique par, par les énergies, ce qu'on appelle fatales, c'est-à-dire qu'elles sont de toute façon là, hein, le soleil, l'éolien, le vent est là, donc on va de toute façon l'utiliser et ensuite, on va, rajouter des énergies qui sont de plus en plus pilotables, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus pouvoir contrôler, si on veut ou pas réellement les déclencher, mais l'inconvénient de ces énergies, c'est généralement que, bah, elles sont plus polluantes et plus coûteuses que les énergies non pilotables. Donc, on retrouve un peu le débat, est-ce qu'il faut du solaire, de l'éolien? Est-ce qu'il faut des centrales thermiques? Bah, chacune ont un peu leur avantage, et leur inconvénient. Le solaire et l'éolien, c'est aujourd'hui des énergies très compétitives, mais qu'on ne peut pas vraiment piloter. On ne peut pas, décider quand est-ce qu'elles vont tourner ou pas et à l'inverse, ben, les centrales thermiques au gaz, au pétrole, bah, c'est pratique, hein, on peut les allumer, les éteindre à loisir. Par contre, bah, ça a un coût élevé, on est dépendant des importations et ça a évidemment un très mauvais, bilan carbone. Et entre les 2, eh bien, on a d'autres énergies comme le nucléaire et l'hydraulique qui sont un peu entre les 2 scénarios. On verra pour chacune d'elles quels sont les avantages et les inconvénients. Donc voilà, sur un graphique de production typique, mais on a d'abord en bas, comme je le disais, les énergies fatales, donc notamment le solaire, l'éolien. On a ensuite le socle, donc c'est le gros de la production un peu en toile de fond qui est assuré en France par le nucléaire. Et puis les compléments, on va dire, pour faire face aux demandes, aux variations de la demande d'heure en heure d'électricité, où là on va faire appel à des énergies pilotables. Donc il y en a des renouvelables, hein, on a l'hydraulique et on a le thermique, donc gaz, charbon, pétrole, pour venir en complément. Alors ce petit graphique pour montrer qu'on a, une forte augmentation, hein, des énergies renouvelables dans le mix, énergétique du réseau électrique en France au fil des années. Et donc évidemment ces énergies, elles ont des inconvénients, mais elles ont quand même l'immense avantage de venir en remplacement en bonne partie d'énergies fossiles, qui polluent, qui nous coûtent cher. Donc c'est plutôt globalement une bonne chose, même si évidemment il faut intégrer ces énergies renouvelables et on va voir que c'est pas toujours simple. Voilà, alors en quoi, chaque énergie, est intéressante ou non? Bon, je pense que vous aurez, déjà un petit peu l'intuition de la réponse, mais donc l'avantage, par exemple, du photovoltaïque, alors ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, c'est une énergie très bon marché, hein. Franchement, ça coûte plus grand chose de s'équiper en photovoltaïque. L'avantage, c'est que, la production à la mi-journée vient un peu elle vient en fait répondre à une demande qui est naturellement en place, hein. On a vu que, à la mi-journée, il y a un peu petite montagne comme ça un petit monde de demande, à laquelle il faut répondre, donc le solaire répond plutôt bien à ce besoin-là. En été, ça permet aussi de compenser, bah, la baisse de production nucléaire, hein, puisque les centrales nucléaires ont besoin d'être, éteintes en partie, pendant l'été pour être entretenues. Il y a des travaux d'entretien, de réparation. Donc le solaire est un bon complément de cela. Et puis, ben, pendant l'été aussi, quand il fait très chaud, il y a un peu une surdemande d'énergie, au milieu de la journée, notamment à cause de, tout ce qui nécessite du froid, hein, donc les climatisations, les réfrigérateurs et cetera. Et donc le solaire vient bien en complément de ce besoin-là. Mais il y a aussi, eh bien, des inconvénients et pas des moindres, puisque évidemment, ben, l'électricité, on en a surtout besoin en hiver, hein, le moment où il fait froid, où il y a beaucoup de gens qui se chauffent à l'électricité et c'est plutôt une bonne chose puisque ça permet de décarboner le chauffage. Mais évidemment, c'est pas le solaire qui va le plus répondre aux besoins au creux de l'hiver, comme on le voit ici. Et paradoxalement, ben, ça pose aussi problème de plus en plus en été, puisque, le nombre d'installations solaires a tellement explosé ces dernières années qu'on se retrouve quasiment chaque jour, pendant l'été avec une surabondance d'électricité sur le réseau, ce qui oblige tout simplement de déconnecter, des fermes de panneaux photovoltaïques, pour ne pas faire disjoncter le réseau, tout simplement pour pas, qu'il y ait une surabondance d'électricité par rapport à la demande. C'est d'ailleurs, alors à tort ou à raison, c'est pas très clair, semble-t-il, mais beaucoup de gens accusent, le solaire d'avoir été responsable du blackout, en Espagne parce que le réseau n'aurait pas été capable de gérer, une surabondance de photovoltaïque. Bon, rien ne prouve, semble-t-il, que ce soit vraiment le photovoltaïque qui soit responsable, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut savoir gérer du coup, ben, cette surabondance d'électricité pour, soit la consommer d'une façon ou d'une autre, soit la déconnecter du réseau, ce qui est, un petit peu du gâchis, mais aujourd'hui, on en arrive là.
Donc voilà pour ce qui est du photovoltaïque. Alors passons à l'éolien. Eh bien l'éolien, il a aussi beaucoup d'avantages. Là encore, c'est, une énergie qui coûte de moins en moins cher, qui est largement produite d'ailleurs localement, hein, en France et qui génère beaucoup d'emplois, et une industrie, une filière forte. C'est pour le coup une énergie renouvelable qui peut souffler aussi bien en hiver qu'en été. Alors parfois elle va pas souffler ça va pas souffler, parfois ça va souffler, mais voilà, il y a des périodes de grand froid où l'éolien vient quand même en renfort, au réseau électrique, au creux de l'hiver, ce qui n'est pas le cas du photovoltaïque. Hem et en France, donc l'éolien, constitue aujourd'hui une part quand même, significative de la production électrique, en France. Donc là encore, ça vient quand même en remplacement beaucoup d'énergies fossiles, hein. On le voit ici, la différence entre une journée des journées de grand froid, hein, le 5 janvier, le 9 janvier. On voit que le 5 janvier, le vent soufflait pas beaucoup. On avait beaucoup de gaz, hein. Le rouge, là, c'est des centrales à gaz qui viennent en complément. Il y a un petit peu de centrales au pétrole aussi, hein, en violet. Et quelques jours après, le vent soufflait bien, et là, on avait quasiment plus d'utilisation de centrales à gaz. Donc c'est quand même assez intéressant et important, surtout aujourd'hui où on est quand même un peu en crise d'approvisionnement de ce type d'énergie à cause de la guerre en Ukraine, de la guerre en Iran, etc. Voilà, les contres, c'est quand même que ça reste une énergie, qui n'est pas pilotable, donc quand il y en a pas, il faut trouver un moyen de la compenser. Et donc il y a pas mal de détracteurs en fait de l'éolien qui disent que, en fait, quand on met de l'éolien en place, on fait aussi la promotion des centrales à gaz parce qu'il y a besoin de compléter cette production d'électricité. Alors on va voir que c'est en partie vrai, mais qu'il y a aussi quand même des solutions pour, lisser tout ça, pour, éviter d'avoir, besoin voilà, de centrales à gaz pour compléter la production d'électricité. Alors passons à l'hydraulique. Donc l'hydraulique, c'est une autre grande force du réseau électrique français avec, le nucléaire, puisqu'on a beaucoup d'installations hydrauliques, donc c'est-à-dire des retenues d'eau qui permettent, de générer de l'électricité. Et donc l'hydraulique, c'est, la principale énergie renouvelable décarbonée qui soit entièrement pilotable. C'est-à-dire qu'on décide à l'instant T de faire descendre ou pas, de l'eau dans les barrages et d'alimenter du coup le réseau électrique. Donc ça vient en parfaite complémentarité avec les énergies renouvelables, en France, notamment pour faire face au pic du soir, là, vers 19 heures qu'on avait vu. Euh, Quand tout le monde rentre chez soi, qu'il n'y a plus de soleil qui brille, eh bien, ça permet de faire face à la demande ponctuelle sans forcément déclencher des centrales à gaz supplémentaires. Donc, on voit ici à droite qu'il y a il y a un sursaut dans le bleu, donc c'est l'énergie hydraulique. Et on voit bien que d'ailleurs la production de gaz reste stable en fait toute la journée. Il n'y a pas besoin de lancer des centrales au gaz en complément pour faire face à cette demande. Donc ça, c'est essentiellement grâce à l'hydraulique en France. Les inconvénients, c'est que bien qu'on en ait quand même pas mal, les capacités ne sont pas illimitées. On n'a pas une quantité illimitée d'eau en haut des barrages et donc on peut l'utiliser ponctuellement, mais ce n'est pas une énergie qu'on va utiliser, de façon, hem, à haut débit, on va dire, sur, la durée. C'est plus, un accompagnement, en toile de fond et un apport supplémentaire de court terme. Voilà. Et par ailleurs, c'est difficile d'installer de nouvelles installations, un barrage, parce qu'il y a pas beaucoup d'endroits où on peut en faire, et en plus heu, ça, ça déstabilise pas mal les écosystèmes qui vivent autour évidemment, puisque la faune et la flore est largement impactée par ces grandes installations. Alors le nucléaire, le fameux nucléaire dont la France, est championne, le nucléaire a quand même, sur le plan strictement, de fourniture d'électricité, a de gros atouts. Ça fournit, l'essentiel de notre électricité en toile de fond de façon stable et depuis de nombreuses années. C'est quand même, une énergie qui reste largement décarbonée avec une assez faible dépendance, même si c'est une énergie qu'on importe, on a des sources d'approvisionnement assez diversifiées et il n'y a pas besoin d'une quantité, c'est pas des quantités phénoménales à importer pour, faire tourner les centrales. Et ce sont des infrastructures, on le constate quand même, qui ont des durées de vie, assez, importantes. Alors évidemment, il y a le débat de, combien de temps il faut garder un réacteur en activité, au bout de combien de temps ça devient dangereux et cetera. En tout cas, voilà, ça reste des installations de long terme. Mais qui ne sont pas sans inconvénients, surtout au regard du futur, en fait, des pistes qu'on a, pour le futur sur les mix énergétiques. Alors déjà, donc, c'est une énergie qui n'est que partiellement, pilotable. C'est-à-dire que oui, on peut les éteindre, les allumer, mais au coût quand même, semble-t-il, alors je ne suis pas expert du sujet, mais il semble quand même que ça accélère, l'usure, des installations, le fait de faire varier constamment, la puissance des réacteurs. Donc c'est plutôt une énergie qui a vocation à rester, stable dans la durée et on va voir que, l'instabilité, grandissante du réseau électrique ne va pas tellement à la faveur
du nucléaire, qui est un peu obligé de s'adapter, mais qui est vraiment pas vraiment fait pour ça. Alors même si, de ce que je comprends, les technologies françaises, permettent quand même, voilà, une certaine pilotabilité, ce qui n'est pas le cas d'autres technologies, étrangères. Mais ça reste quand même plutôt un inconvénient qu'un avantage pour le nucléaire. Autre gros inconvénient, on l'a vu, c'est, le coût, considérable des infrastructures, surtout aujourd'hui, on n'en fait plus, on n'a plus trop l'habitude d'en faire et hem, certaines enfin pour de certainement très bonnes raisons, mais pour des raisons de sécurité et cetera, ça devient vraiment cher de mettre en place des centrales, nucléaires. Donc se pose la question de, est-ce que réellement ça en vaut, le coup, par rapport aux alternatives qu'on peut avoir, ou pas? Hem, voilà, et ce sont évidemment, des projets très très long terme, hein, avec beaucoup de retard. Donc tout ça, fait qu'on peut se poser la question de quelle doit être la proportion du nucléaire à l'avenir. Elle a sans doute certainement une place, mais à quelle proportion? C'est un peu selon, les avis de chacun. Et enfin, nous avons donc, tout en haut de la montagne, nous avons les fameuses, énergies thermiques pilotables, donc celles qui sont les plus faciles à faire varier, hein, avec l'hydraulique. Mais c'est aussi bien sûr, les plus polluantes, les plus coûteuses en termes de carburant tout simplement, et celles qui nous rendent les plus dépendants des marchés internationaux. Donc surtout au niveau européen, parce qu'en France, on l'a vu, on a quand même relativement peu d'énergie thermique dans notre mix, électrique. Mais dans d'autres pays, en Allemagne, en Pologne, ils en ont, énormément, et on l'a vu, hein, en début de présentation, que ça a quand même un impact sur le bilan, carbone, de ces pays-là et leur dépendance, aux énergies fossiles. Donc là, on voit notamment, l'intérêt quand même même en France, hein, d'avoir des énergies thermiques en complément pour faire face à des grandes vagues de froid. Donc là, c'était le 5 janvier, hein, parmi les journées les plus froides de 2026. On voit que le gaz et un peu le pétrole, le fioul, ont quand même joué leur rôle pour faire face à la demande sur le réseau électrique français. Donc on l'a vu, il faut, arriver à répondre à la demande d'électricité à un instant T avec ce qu'on a, et c'est souvent un enjeu, parfois un peu complexe à résoudre. Donc on va voir quels sont les enjeux de tout ça. Donc les enjeux, ils sont économiques et écologiques, bien sûr, puisque vous voyez ici, hem lorsqu'on a une forte demande d'électricité, donc toujours, la journée du 5 janvier par exemple, eh bien les prix de l'électricité, donc en bleu on a le prix, d'électricité à instant T en France. Alors c'est le prix de gros, le prix spot, hein, ce qu'on appelle, donc le prix instantané d'électricité sur les marchés. Eh bien il explose, à 243, € du mégawattheure. Alors c'est très ponctuel, c'est pour faire face au pic de consommation en soirée, et c'est sur une période de grand froid, donc assez exceptionnelle. Mais on voit que donc évidemment, le mix énergétique qu'on va utiliser pour répondre à la demande va avoir un impact considérable sur le coût de l'électricité, in fine, pour les consommateurs, que ce soit des entreprises ou des particuliers. Ça a aussi évidemment un impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors c'est des émissions qui restent très, qu'on pourrait qualifier très raisonnables, à l'échelle européenne, hein. En France, on a un mix qui reste quand même avec de faibles émissions, mais on voit qu'ici les émissions, par exemple, sont à 56 grammes, par, kilowattheure produit voilà, sur 17 heures sur cette journée-là. Si on prend un autre cas extrême qui va être, plutôt, au milieu de l'été avec une surabondance d'électricité, photovoltaïque, par exemple solaire. Alors d'ailleurs même pas au milieu de l'été, parce que là j'ai pris un exemple récent, le 11 avril. Eh bien on voit que quand on a à la fois beaucoup de soleil, beaucoup de vent, on a une surabondance d'électricité, ce qui a également des effets, pas forcément positifs sur les prix, puisqu'on arrive à avoir des prix négatifs, tout simplement parce que, quand il y a trop d'électricité, il faut payer les gens non plus pour qu'ils produisent de l'électricité, mais pour qu'ils en consomment. Donc c'est-à-dire qu'on va en fait, avoir des prix négatifs, ce qui va inciter, du coup les gens, à stocker de l'énergie s'ils le peuvent, et ça va inciter également des producteurs à déconnecter, des centrales, photovoltaïques ou des parcs éoliens, et c'est ce qu'on voit ici sur la capture de droite. Vous voyez la production d'électricité. On voit normalement, on aurait une belle courbe bien bombée. Là, on a ce graphique un peu irrégulier. En fait, c'est parce qu'on est tout simplement obligé de déconnecter des centrales, photovoltaïques et des parcs éoliens pour éviter de saturer le réseau et d'avoir des problèmes, de surapprovisionnement. Donc c'est en parfaite, cohérence avec les prix négatifs du marché. Donc cette surabondance d'électricité en été, c'est pas forcément une bonne chose parce que ça déséquilibre, l'économie du marché de l'énergie. Donc on va voir comment on peut gérer cet aspect-là. Alors passons aux solutions, justement. Comment est-ce qu'on peut faire? Parce que l'idée du coup, c'est, vous l'avez compris, c'est de faire en sorte que la demande à l'instant T soit au plus près, possible de l'offre et vice versa. Donc de réduire les écarts, et de faciliter, l'équilibrage du réseau.
Alors, quelles sont les solutions qui existent déjà depuis longtemps et qui existent encore aujourd'hui? Alors, bah, la 1re, la plus évidente, hein, mais on l'a déjà vu, c'est, quand, on n'a pas assez d'énergie pour répondre à la demande, c'est d'activer des centrales thermiques polluantes, coûteuses et cetera. Donc ça, c'est la première évidence, mais évidemment, ça a pas mal d'inconvénients. Donc on peut peut-être faire quelque chose d'un peu mieux que ça. La deuxième solution, qui existe également depuis un certain temps en France, c'est une extension de l'énergie hydraulique. Ça s'appelle donc le STEP, pour, station de transfert d'énergie par pompage. Et donc l'idée, en fait, c'est qu'on va utiliser les réservoirs d'eau un peu comme des batteries, et qu'on va faire remonter l'eau au moment approprié pour la faire redescendre quand on en a besoin. Donc ça permet, en fait, quand on a un surplus d'énergie, eh bien, de consommer cette énergie pour faire remonter l'eau, entre guillemets, «en haut de l'ascenseur», et d'attendre qu'on ait à nouveau besoin, d'énergie complémentaire sur le réseau pour faire redescendre cette eau par gravité, hein, tout simplement, et du coup générer à nouveau de l'énergie. Donc c'est, un mécanisme, voilà, très utile, parce que ça permet vraiment, à partir d'énergies renouvelables, d'avoir une sorte de batterie géante. Et vous voyez ici dans le graphique, de production d'énergie, donc c'est là qu'on comprend à quoi sert cette petite sous-couche bleue ici, hein, en bas du niveau zéro. C'est tout simplement, le pompage de l'eau qu'on va faire remonter en haut des steppes pour la faire redescendre le soir, en tant que, voilà, qu'énergie, hydraulique. Donc vous voyez que c'est un parfait complément, ben, des énergies, renouvelables un peu intermittentes, hein, le soleil, le vent, puisque quand on a un surplus d'énergie, renouvelable, on va pouvoir la stocker grâce à ces systèmes et la récupérer plus tard sans, émettre le moindre, gramme de CO2 ou presque. Voilà, donc ça, c'est, quelque chose qui existe depuis longtemps, qui continue un peu à se développer, mais là encore, les capacités de développement sont un peu limitées parce que, bah, il faut des endroits pour les mettre en place et cetera. Alors l'autre solution pour, équilibrer le réseau électrique, ben, c'est de lisser la demande. Plutôt que de chercher absolument à faire face à la demande quoi qu'il arrive, on va plutôt chercher à diminuer la demande, notamment quand elle est trop élevée, parce qu'on a quand même des leviers d'action, sur le sujet. Alors le principal levier, il va se faire au niveau industriel, puisqu'il y a certaines industries, par exemple les hauts fourneaux dans la sidérurgie qui consomment, à eux seuls une part considérable du réseau électrique. Et bien, EDF, hein, en tout cas le réseau d'électricité a la possibilité de demander à ces énergies de stopper temporairement leur activité contre rémunération, compensation, ce qui va avoir pour effet de faire chuter drastiquement la demande d'électricité quand on a du mal justement à répondre à cette demande-là. Donc typiquement, grande phase de froid, en début de soirée, sans pas d'électricité, enfin pas de soleil, pas de vent. C'est le genre de scénario où on peut faire appel à ce genre d'opération. Mais l'effacement de la consommation ou son report, on va le faire également au niveau, par exemple, des individus. Donc ce qui existe depuis longtemps, c'est le fait, par exemple, d'inciter, les ménages à configurer, à paramétrer leur, ballon d'eau chaude pour qu'ils chauffent l'eau la nuit et non en pleine journée. Donc au moment, en fait, où l'électricité est la plus disponible et où la demande est la plus faible. Il en va de même avec les véhicules électriques. Si vous avez un véhicule électrique, eh bien, programmez-le pour qu'il se charge, au bon moment quand l'électricité est plus disponible. Alors les outils pour, à l'échelle des entreprises et des particuliers, pour inciter à utiliser l'électricité au bon moment, ça va être bien sûr les dispositifs des heures pleines et des heures creuses, hein. C'est à ça que servent ces dispositifs-là, c'est à lisser la demande. Et également l'option tempo qui existe depuis quelques années, qui permet, d'avoir un prix plus élevé les jours de forte tension et au contraire un prix, sensiblement plus faible, les jours où l'énergie est abondante, avec toujours un système d'heures creuses et d'heures pleines chaque jour. Donc tous ces mécanismes-là permettent d'équilibrer, la demande, de façon à ce que ce soit plus facile, d'y répondre avec l'offre d'électricité. Donc si, aussi bien pour votre facture que par, conviction personnelle pour réduire votre empreinte carbone et votre impact sur le réseau électrique. Donc si vous voulez optimiser votre consommation, sachez que, vous pouvez tout simplement choisir de faire tourner, par exemple, votre lave-linge ou votre lave-vaisselle, la nuit, faire vos lessives le dimanche, par exemple, et brancher votre véhicule électrique, surtout pas, à 19 heures en rentrant chez vous, c'est le pire moment, mais plutôt, dans la nuit ou, en pleine journée, enfin en plein après-midi, pendant l'été, où il y a une surabondance d'énergie solaire. Puisque, on le voit en fait ici, hein, si vous voulez, consommer votre énergie solaire, il n'y a pas forcément besoin d'installer des panneaux solaires sur votre toit. Il suffit juste de choisir la bonne heure où vous branchez votre véhicule, par exemple. Si vous le branchez, en milieu d'après-midi au cœur de l'été, bah, vous savez que vous évitez en fait, de débrancher des panneaux photovoltaïques. Donc, l'énergie que vous récupérez, c'est l'énergie qui aurait été perdue, qui est de l'énergie photovoltaïque. Donc indirectement, c'est comme si vous aviez un panneau photovoltaïque sur votre toit. Donc voilà, comment on peut utiliser intelligemment, le réseau électrique.
Autre moyen d'équilibrer tout ça, ça va être justement à l'échelle européenne, d'où l'intérêt des fameuses interconnexions électriques entre les pays européens qui nous servent vraiment tous les jours, hein. Et ce serait une absurdité de déconnecter tout ça, au nom de l'indépendance énergétique. Puisque, il y a des moments, par exemple, où, l'Espagne peut avoir une surabondance d'électricité, éolienne, ils ont beaucoup d'éoliens, ça peut nous intéresser. Nous, la France, on peut, vouloir, par exemple, comme cette journée du 5 janvier, importer de l'électricité éolienne depuis l'Espagne, alors que nous, on avait du mal à faire face à la demande. Et puis, inversement, en avril, par exemple, ça peut intéresser, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, par exemple, d'avoir, de l'électricité, nucléaire bon marché, ou un complément d'électricité, renouvelable, par exemple. Donc, le fait d'agir à l'échelle d'un grand territoire comme l'Europe, ça permet de capter aussi, des énergies renouvelables qui ne sont pas présentes chez nous, mais qui sont en surabondance, au pays chez le pays d'à côté, par exemple. Et ça permet finalement d'équilibrer les choses à plus grande échelle et ça nous évite, nous, de devoir construire des centrales supplémentaires pour, hypothétiquement faire face, à une vague de froid, exceptionnelle, en France, par exemple. Parce que les Allemands, eux, ont beaucoup de centrales à gaz, par exemple, et peuvent, venir, nous aider en cas de besoin. Autre, solution toujours dans les énergies renouvelables, toujours d'encourager la consommation, par exemple du photovoltaïque au moment où elle est produite et pour ça donc les individus évidemment, qui installent un panneau solaire sur leur toit vont spontanément chercher à consommer leur électricité photovoltaïque au moment où elle est produite. Mais sachez que c'est quelque chose qui existe également à l'échelle locale. Ça peut être à l'échelle d'une copropriété ou même d'un quartier entier. Et ça, c'est grâce en fait aux compteurs, Linky, hein, qui sont connectés, un peu en direct. Eh bien, il est possible en fait, j'ai découvert ça assez, récemment, de créer une connexion virtuelle entre un compteur, électrique, personnel à domicile et un compteur électrique d'une centrale, photovoltaïque, par exemple, qu'on a sur le toit d'un immeuble en copropriété. Et donc cette connexion virtuelle qu'on peut configurer permet, par exemple, aux résidents d'un immeuble en copropriété, de bénéficier, par exemple, gratuitement ou à prix réduit, c'est la copropriété qui décide, de l'électricité photovoltaïque, pourvu qu'ils la consomment au moment où elle est produite, bien sûr. Donc c'est un moyen, en fait, d'encourager cette optimisation, de consommer l'énergie au moment où elle est la moins chère, la plus abondante et la moins, émettrice en gaz, à effet de serre, plutôt que juste, brancher quand on en a envie sans trop se poser la question. Donc voilà une autre méthode. Donc jusque-là, on a vu les solutions qui existent déjà, qui nous accompagnent déjà au quotidien. Maintenant, je propose de rêver un petit peu de l'avenir et de voir qu'est-ce qui pourrait être fait, voilà, comme solution, innovante. Alors la première, la plus évidente, mais peut-être pas la meilleure finalement, c'est, le stockage évidemment de l'électricité qu'on a en surplus dans, des grosses batteries, des grosses fermes de batteries. Donc l'avantage, c'est que c'est très flexible, hein, il suffit de recharger la batterie, de réutiliser l'électricité au moment opportun, un peu comme les steps qu'on a vus tout à l'heure, mais on peut voilà dimensionner ça, à grande échelle. C'est immédiatement, pilotable, ça permet de vraiment stabiliser le réseau de façon très fine, et complémentaire. Donc ça complète bien, notamment les énergies renouvelables. Mais il y a quand même pas mal de contre, en tout cas, aujourd'hui, c'est que le coût est quand même encore assez élevé, hein, des batteries par rapport aux steppes, par exemple, à l'hydraulique et cetera. Donc on ne peut pas, installer comme ça des fermes de batteries, à très, très grande échelle, ça aurait un coût trop élevé. Donc ça a une capacité qui reste encore très, très limitée, hein, au niveau, national ou mondial et puis surtout, le point noir, c'est quand même le coût environnemental puisqu'on le sait, même si on va en reparler pour les véhicules électriques, mais fabriquer des batteries, évidemment, ça a un impact, écologique. Il faut extraire des minerais, les fabriquer et cetera. C'est quelque chose d'assez, énergivore donc il y a peut-être des solutions plus intelligentes à mettre en place, au préalable pour, équilibrer et stocker notre, électricité. Et donc, c'est là qu'on introduit un sujet assez vaste, alors je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais je vais prendre quelques exemples. C'est celui des smart grids, donc réseaux électriques intelligents en français. Le principe, c'est qu'on va, rajouter de l'intelligence, de l'informatique dans le réseau électrique pour automatiser certaines choses, automatiser, les pilotages de certaines consommations, par exemple, de façon à activer ou désactiver certaines choses à l'échelle industrielle, à l'échelle individuelle, au moment opportun. Donc ça vise en fait à davantage automatiser des choses qui sont déjà en place, tout comme par exemple la recharge de véhicules électriques ou la chauffe de ballons d'eau chaude, mais de façon plus dynamique et plus intelligente, et en fonction de l'état à l'instant T du réseau électrique. Ça veut dire qu'à terme, par exemple, on pourrait avoir,
le véhicule électrique ou le ballon d'eau chaude qui s'active, uniquement quand, le prix du marché, voilà, elle descend au-dessous d'un certain niveau sur une journée donnée, par exemple. L'impact pour l'utilisateur, est quasiment nul et par contre, ça permet vraiment d'équilibrer efficacement le réseau. Alors, il y a un exemple particulièrement parlant de ce qu'on pourrait faire, ce qu'on va faire sans doute, mais de façon innovante, c'est, le véhicule to grid. Donc, le véhicule to grid, c'est le principe, c'est d'utiliser les véhicules électriques comme des batteries électriques pour le réseau. Donc l'idée, c'est que plutôt que de fabriquer et d'installer des batteries à grande échelle, ce qui a un coût supplémentaire en termes, économiquement, environnementalement et cetera, eh bien, on va plutôt utiliser, les batteries qui sont stockées dans nos véhicules électriques qu'on utilise tous les jours, mais qu'on utilise en réalité qu'en partie et on va utiliser cette électricité-là pour, alimenter le réseau au moment opportun quand il y en a besoin. Alors le principe, est simple, hein, par exemple, à la mi-journée, on a souvent une surabondance d'électricité, notamment d'électricité photovoltaïque. Donc l'idée, c'est que les véhicules électriques qui sont branchés, par exemple sur les parkings, au bureau, eh bien se rechargent, du coup en électricité bas carbone et en électricité peu chère à ce moment de la journée et puis, les travailleurs rentrent chez eux, ils arrivent chez eux vers, 18:00, admettons. Ça tombe bien, c'est pile le moment où, le réseau électrique, est sous tension, où il y a une forte demande et les moyens de production, baissent. Et bien, l'idée, c'est que, on configure la voiture pour qu'on puisse restituer 10-20-30 de ce qui est présent dans la batterie de la voiture sur le réseau. Donc ça va rendre de l'électricité au réseau au moment opportun. Alors bien sûr, on fait ça, on le fait pas pour rien, on le fait, pour des raisons, écologiques, mais aussi pour des raisons économiques puisque le propriétaire de la voiture, en fait, va pouvoir finalement revendre au prix fort l'électricité qu'il a achetée au prix faible, quelques heures plus tôt. Et bien sûr, la voiture se recharge ensuite au milieu de la nuit, en heure creuse, de façon à être, de nouveau, pleinement, utilisable avec une batterie rechargée, le lendemain matin. Donc vous voyez que c'est une façon intelligente, très intelligente d'utiliser les nouvelles technologies, sans construire de nouvelles infrastructures lourdes et avec un potentiel, absolument colossal. Alors ce potentiel, je l'ai calculé. Je ferai un petit rappel, là de qu'est-ce que c'est que le kilowattheure, les kilowatts et cetera. Mais, prenons un scénario. Aujourd'hui, on a 39 millions de véhicules en France. Si on part du principe que, d'ici 10 ans, ou 20 ans, voilà, que la totalité des véhicules sont électriques et qu'elles ont, on va prendre un chiffre assez bas, hein, chaque voiture a une batterie de seulement 50 kWh et on utilise seulement 20 de ce qu'il y a, dans la batterie pour restituer l'électricité au réseau. Et bien, ça donne une capacité totale, si on fait ça, théorique, de 390 gigawattheures. Donc ça correspond à un tiers de la totalité de la production électrique en France sur une journée moyenne. Donc autant dire que ça permettrait largement de compenser, les variations de demande, d'électricité sur le réseau et cela sans installer la moindre infrastructure supplémentaire, si ce n'est des chargeurs qui ont la capacité du coup de récupérer l'électricité du véhicule, de la réinjecter sur le réseau. Donc pour moi, ça c'est quelque chose qui est, l'exemple type de comment les nouvelles technologies peuvent, vraiment améliorer la situation. On récupère de l'énergie au moment où elle est la moins chère et la moins polluante pour la restituer au moment où, si on ne le faisait pas, l'énergie serait, beaucoup plus chère, beaucoup plus polluante. Donc une utilisation intelligente de voilà, de comment utiliser les batteries des véhicules aujourd'hui, pas seulement pour se déplacer, mais aussi de leur donner une utilité quand elles ne serviraient autrement, à rien, heu, à leurs usagers. Je fais un petit rappel sur, donc du coup les notions de kilowattheure, kilowatt. Donc le kilowattheure, c'est une quantité d'énergie stockée. Il faut le voir un peu comme un réservoir d'essence, mais sauf que c'est de l'électricité et donc 50 kilowattheures, c'est équivalent à la quantité d'énergie stockée, d'électricité stockée, si on rechargeait à une puissance de 50 kilowatts, donc 5 kilowatts, c'est la puissance instantanée, pendant 1 heure. Voilà, donc pour faire la différence, si vous avez un véhicule électrique, que vous demandez encore, la différence entre votre puissance de charge, qui est par exemple de 200 kilowatts et votre capacité de batterie qui est de 60 kWh. Voilà ce qui explique la différence entre les 2. Et je vous rappelle également qu'un watt, c'est, donc la tension fois l'ampérage, donc volt fois ampère. Alors, je voudrais faire une petite aparté sur la réalité de la pollution générée par les véhicules électriques, puisqu'on entend encore aujourd'hui des gens nous dire que les véhicules électriques pollueraient plus que les véhicules thermiques ou que ça nous rendrait dépendants des importations, etc. Alors, la réalité, c'est qu'on a de nombreuses études qui le prouvent, hein. Le bilan carbone au global des véhicules électriques en France est nettement favorable par rapport aux véhicules thermiques. Il est vrai que pour fabriquer les batteries, on va émettre plus, par exemple, de gaz à effet de serre au moment de la fabrication, mais ce surplus, ce surcoût à la production
production des batteries est amortie dès les 50 000 premiers kilomètres d'usage du véhicule, tout simplement parce que rouler à l'électrique émet beaucoup moins de gaz à effet de serre que rouler au thermique. Et cet écart, bien sûr, se creuse avec la durée de vie du véhicule. Donc un véhicule qui aurait roulé 200 000 kilomètres, en France, on estime qu'il émettrait moitié moins de gaz à effet de serre sur l'ensemble de sa durée de vie qu'un véhicule diesel, par exemple. Donc, il n'y a vraiment pas de photo sur le terme en termes de bilan carbone. En termes de bilan écologique plus large, hein, puisqu'il y a aussi les sujets d'extraction des minerais, etc. Donc là encore, les études montrent que le véhicule électrique reste largement plus favorable, même si bien sûr il pollue, hein, comme tout objet manufacturé, ça pollue de fabriquer un produit. Mais ça reste très favorable à un véhicule électrique, tout simplement parce que quand on effectivement doit extraire des minerais, par exemple, pour fabriquer la batterie, mais mettez ça en comparaison, donc d'extraire des minerais pour fabriquer une batterie qui va être utilisée 10 ans ou peut-être même 20 ans, versus du pétrole que vous allez aussi extraire du sol, parfois dans des conditions très mauvaises, hein, parce que c'est de plus en plus polluant d'extraire du pétrole, avec le pétrole de schiste, et cetera, aux États-Unis, par exemple. Et donc sur un véhicule thermique, vous devez remplir votre réservoir tous les 500 km d'énergie fossile. Donc en termes d'extraction, on voit assez rapidement quel est le gagnant dans la comparaison. Par ailleurs, les batteries des véhicules électriques, en fin de vie du véhicule, peuvent continuer à être utiles, par exemple, pour stocker justement de l'électricité sur le réseau. Puisqu'une batterie qui n'est plus efficace qu'à 70 par exemple, même si elle n'est peut-être plus utilisable pour un véhicule électrique, mais elle peut encore servir, par exemple, pour stocker et équilibrer de l'énergie sur le réseau, ce qui serait beaucoup plus intéressant que de fabriquer de nouvelles batteries neuves pour cet usage-là, par exemple. Voilà. Et en termes de dépendance aux importations, hein, typiquement, alors c'est vrai que l'Asie notamment devient championne aujourd'hui des véhicules électriques et qu'elle se taille des parts de marché en Europe. Mais là encore, il faut comparer avec un véhicule thermique où on va importer en permanence des énergies fossiles, hein, puisqu'on fabrique pas, on extrait peu de- d'énergie fossile en Europe et en France. Donc là, c'est une dépendance aux importations assez vite vue. Et il n'appartient, j'ai envie de dire, qu'aux concessionnaires français et européens de s'adapter, de proposer également des véhicules attrayants. Et on voit d'ailleurs que certaines marques, hein, comme Renault, qui se sont intéressées au marché les premiers, aujourd'hui s'en sortent beaucoup plus que d'autres réseaux de marques comme PSA qui ont traîné tant et plus, qui ont essayé de remettre la réglementation à plus tard, hein, avec du lobbying. Et aujourd'hui, c'est ceux qui sont le plus en difficulté parce que du coup, ils sont un peu face au mur pour s'adapter. Donc, ce qu'on vient de voir, le smart grid et notamment le véhicule to grid, c'est des technologies qui commencent à déjà arriver sur le marché, qui vont se mettre en place sans doute d'ici les 10 prochaines années, donc assez rapidement. Maintenant, on va voir un petit peu plus loin avec ce qu'on pourrait faire sur l'hydrogène. Donc là, c'est un petit peu le saint Graal qui permettrait d'équilibrer le réseau, mais à très long terme, c'est-à-dire de faire du stockage de l'énergie à très long terme sur plusieurs saisons, voire plusieurs années. Alors le principe, en théorie, est assez simple. Il s'agit d'utiliser du coup cette fameuse surabondance d'énergie renouvelable et notamment photovoltaïque qu'on a en été pour fabriquer de l'hydrogène dit vert, donc à base d'énergie renouvelable, avec le procédé de l'électrolyse. Donc on fabriquerait tout cet hydrogène en été. On le stockerait dans des réservoirs géants, par exemple donc des cavités salines. Donc c'est des choses qu'on fait déjà aujourd'hui avec le gaz naturel. Et donc on le stockerait en grande quantité en souterrain. Et l'idée, c'est de réutiliser du coup cet hydrogène au cœur de l'hiver, quand justement on a un sous-approvisionnement en électricité et qu'on est obligé de faire tourner des centrales thermiques au gaz, enfin aux énergies fossiles. Donc là, du coup, on viendrait substituer le gaz naturel, notamment par de l'hydrogène. Donc en théorie, c'est quelque chose de génial. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore une industrie très balbutiante qui coûte très cher, qui ne permet pas de produire d'hydrogène en grande quantité. Donc c'est sans doute quelque chose qui arrivera avec le temps. Mais bon, par exemple, l'Agence de l'environnement prévoit que c'est quelque chose plutôt qui va vraiment se développer avec un horizon 2050. Donc c'est pas pour tout de suite, malheureusement, mais ce sera peut-être un peu la solution ultime pour stocker de l'énergie sur du long terme, de l'énergie décarbonée. Voilà, eh bien, j'espère que cette présentation, cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris plein de choses et qu'elle vous donnera l'envie de vous investir un petit peu sur ces thématiques-là et d'en tenir compte dans les débats politiques, dans les débats de société. Donc, pour résumer, on voit que le débat va bien au-delà, pardon, des simples énergies renouvelables versus nucléaire, que c'est presque un non-débat, on va dire, hein, puisque les deux vont continuer d'exister, vont être nécessaires, que les solutions
solutions en réalité sont vraiment multiples et complémentaires, que les enjeux vont plutôt être dans le domaine du stockage de l'électricité, de l'énergie, donc avec l'hydrogène, avec le véhicule to grid, et du pilotage de la consommation, un pilotage plus intelligent, plus dynamique, avec des appareils connectés qui vont s'adapter en temps réel à l'offre et à la demande, on va dire, d'électricité. Les énergies renouvelables, dans tout ça sont amenées à continuer à se développer, hein, tout en étant intégrées à ce réseau électrique intelligent. Pour conclure, eh bien l'électrification de l'économie est plus que jamais, urgente puisque c'est la principale, piste pour, décarboner notre économie aujourd'hui et pour réduire également notre, indépendance énergétique. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, on est au cœur de la crise en Iran avec la crise de l'approvisionnement énergétique. Donc on est de toute façon aujourd'hui contraint et forcé par la force des choses d'électrifier rapidement notre économie. Voilà, donc je ferai sans doute d'autres vidéos sur ces sujets-là. N'hésitez pas à revenir sur ma chaîne. À très bientôt pour la prochaine vidéo.